Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. 19 astronautes en même temps dans l'espace, le sauvetage miraculeux de la sonde Voyager 1 et Europa Clipper prête à décoller, ce sont les principaux sujets dont on va parler aujourd'hui. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui, avant qu'on démarre avec les news, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui soutient le Journal de l'Espace, c'est Incogni. Alors Incogni, vous devez connaître si vous suivez la chaîne, c'est un outil qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Chaque mois, vous transmettez vos données dans plein de situations différentes, et à partir de ce moment-là, vos informations peuvent être vendues en ligne. Vous recevez sans doute comme moi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh bien, ça c'est parce que quelqu'un a revendu vos informations personnelles à des entreprises de télémarketing. Bon, il faut savoir qu'il existe plusieurs centaines de courtiers en données différents qui accumulent vos informations. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous pour protéger votre vie privée, mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même une entreprise à la fois, eh ben ça vous prendrait tout simplement un temps fou. Incogni, c'est donc un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos informations personnelles de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimées, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, utilisez le code ESPACE en cliquant sur le lien dans la description et bénéficiez d'une remise de 60% sur un plan annuel Incogni. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour retrouver votre tranquillité, merci Incogni. Allez, maintenant, place à l'actu les terriens, je vous emmène direction les étoiles. Allez les terriens, on va faire un petit peu d'histoire spatiale. Qui se souvient des missions Pioneer ? Allez, un petit effort. Voyager, Cassini, toutes ces grandes missions spatiales historiques du XXe siècle ont et continuent de faire progresser la science. Certaines sont même sorties de notre système solaire depuis un moment. Bon, je devine tout de même que beaucoup d'entre vous se passionnent pour ces explorateurs au long cours, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va plonger en détail dans l'un des projets les plus ambitieux de la NASA, la mission Europa Clipper. Si on en parle cette semaine, c'est que sa mise au point touche à sa fin après de longues années de travail acharné. Son lancement est prévu pour dans un mois, et pour une mission scientifique de cette envergure, c'est toujours un grand moment pour les centaines, voire les milliers de personnes, scientifiques, ingénieurs et techniciens, qui ont donné plusieurs années de leur vie professionnelle et même parfois personnelle. Europa Clipper est destinée à aller loin puisqu'elle fera un long voyage jusqu'à la géante gazeuse Jupiter à 591 millions de kilomètres de notre Terre. Elle sera lancée à bord d'une puissante Falcon Heavy de SpaceX, choisie par la NASA après avoir abandonné l'idée d'utiliser le Space Launch System, la fameuse SLS qui doit amener les futures missions Artemis vers la Lune. La raison est simple et elle ne va pas vous étonner, trop de problèmes techniques et beaucoup trop cher. Bien qu'utiliser le Falcon Heavy, moins puissant que le SLS, allonge le trajet à 5 ans et demi, les économies réalisées en valent la peine. La décision de la NASA a donc été sans appel dans ces temps de restrictions budgétaires assez sévères, la faute d'ailleurs à un programme Artemis qui explose les budgets, mais ça c'est une autre histoire. Si les missions interplanétaires sont votre dada, vous devez déjà savoir que la cible est la petite lune Europe. Alors pourquoi elle ? Eh bien si cette lune de Jupiter intrigue depuis longtemps les scientifiques, c'est que sous son épaisse couche de glace, on trouve un océan immense qui pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. L'eau liquide, la chaleur générée par les forces de marée et la présence d'éléments chimiques sont des conditions favorables à l'apparition de la vie. C'est justement cette combinaison unique qui fait d'Europe une cible prioritaire dans la recherche de la vie extraterrestre. Pour se donner toutes les chances de réussir sa mission, la sonde va donc essayer de survoler plusieurs fois la Lune pour étudier son atmosphère, sa surface et surtout son sous-sol. Mais attention, Europa Clipper n'est pas du tout une mission de détection de vie, non son but c'est de rechercher des ingrédients essentiels à son apparition, ce qui n'est pas la même chose. Bon, maintenant que vous savez quel est le but de cette mission, je ne vais pas vous cacher que les difficultés ont été nombreuses. C'est d'ailleurs un peu toujours le cas pour tous ces engins très pointus pour lesquels la science et la technologie sont poussées à l'extrême.
L'une des grandes batailles que l'équipe technique de la NASA a dû mener concerne la résistance de l'électronique à l'environnement très hostile de Jupiter. En effet, le puissant champ magnétique de la planète génère des radiations capables de détruire purement et simplement les composants électroniques sensibles. C'est le cas par exemple des transistors dits MOSFET qui risqueraient de ne pas résister à ces radiations. Pour être certain que tout fonctionne, il a fallu effectuer plusieurs mois de tests intenses en simulant l'environnement hostile de Jupiter pour ne pas se retrouver avec une sonde en panne à des millions de kilomètres de la Terre. Si aujourd'hui le lancement est annoncé, c'est que les talentueux ingénieurs ont trouvé les solutions pour garantir que tous les systèmes critiques pourront fonctionner sans risque majeur pendant les survols d'Europe. Dans ce contexte un peu compliqué, la NASA a donc annoncé le 9 septembre qu'une étape cruciale avait été passée avec succès. Il s'agit dans le jargon des spécialistes du point clé décisif E. Sans rentrer dans les détails, disons que cela permet à la mission de passer au dernier préparatif pour, comme je vous le disais, un lancement dans une fenêtre de 3 semaines qui s'ouvre le 10 octobre. Maintenant que tout est prêt, rappelez-vous ce que je vous disais, il faudra tout de même 5 ans et demi pour atteindre Jupiter. Si la sonde met autant de temps, c'est que la Falcon Heavy lui procure moins de vitesse. Il va donc falloir accélérer, et comme on ne peut pas amener des quantités énormes de carburant, il va falloir faire avec les lois de la physique. Les ingénieurs vont donc effectuer des manœuvres complexes de survol de Mars et de la Terre pour utiliser leur gravité et gagner en vitesse, nous en avons souvent parlé dans le journal de l'espace. Cette méthode, elle a un nom, c'est ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Une fois arrivé dans le système jovien en 2030, Europa Clipper pourra enfin commencer ses 50 survols rapprochés de la Lune sur une période de 4 ans, et surtout tenter de résoudre un autre mystère, vérifier si cet océan est en contact avec le noyau rocheux de la Lune. Si c'est le cas, cela pourrait permettre des réactions chimiques complexes favorisant l'apparition de la vie. Vous l'aurez compris les terriens, si depuis 5 minutes je vous donne autant de détails sur cette mission, c'est qu'Europa Clipper représente un moment crucial dans l'exploration spatiale. Non seulement elle nous apportera des informations vitales sur l'habitabilité d'un autre corps céleste, mais elle nous poussera à poser des questions encore plus profondes sur notre place dans l'univers. Que se passera-t-il si l'océan d'Europa montre des signes d'habitabilité? Quels autres corps célestes dans notre système solaire pourraient aussi abriter la vie? Et si des missions futures sont envisagées pour détecter la vie sur Europe, quelles technologies seraient les plus appropriées? Ce sont bien ces questions qui ouvriront de nouveaux horizons pour la science et pour l'exploration spatiale. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos théories. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ces missions grandioses d'exploration du système solaire. Comme on vient de le voir, sans surprise, Europa Clipper a aussi connu son lot de difficultés techniques lors de sa conception. Car oui, malgré le soin apporté à leur construction, des problèmes malheureusement, il y en a toujours, et certains sont imprévisibles, surtout quand on a passé presque un demi-siècle dans l'espace. J'en veux pour preuve la vénérable et robuste Voyager 1, toujours vivante après plus de 47 ans à voguer dans le vide spatial. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un exploit vraiment incroyable qui prouve une fois de plus l'ingéniosité hors du commun de l'équipe qui se cache derrière la sonde spatiale la plus éloignée de la Terre. Nous allons découvrir ensemble comment un petit groupe d'ingénieurs a réussi récemment à surmonter un problème extrêmement complexe apparu sur les propulseurs, des éléments essentiels pour orienter la sonde vers la Terre et continuer à recevoir des données. Pour que vous compreniez un peu mieux à quel point c'est un exploit, il faut retourner un peu dans le passé. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés en 1977, lorsque Voyager 1 est lancé. C'était une véritable pionnière de l'exploration spatiale. Elle a largement dépassé les attentes de tous les ingénieurs en voyageant au-delà de notre système solaire et en entrant dans l'espace interstellaire en 2012 à la vitesse moyenne de 17 km/s, c'est-à-dire à peu près 60 000 km/h. C'est la première sonde humaine à atteindre une telle distance. Elle se trouve aujourd'hui à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre, et pour vous donner une idée, ça représente 143 fois la distance Terre-Soleil. Voyager 1 a aussi une petite sœur, Voyager 2. Ensemble, elles ont collecté des informations précieuses sur les planètes géantes du système solaire avant de poursuivre leur voyage vers l'inconnu. Quand on est aussi loin, baigné dans le froid interstellaire, l'un des éléments principaux pour maintenir la communication avec Voyager 1, c'est sa capacité à orienter son antenne vers la Terre. Cette orientation très précise est assurée par de petits propulseurs appelés propulseurs d'attitude. Ceux-ci fonctionnent avec un carburant très stable et capable de garder ses qualités pendant de très longues années, l'hydrazine. Cette hydrazine est transformée en gaz puis expulsée en courte impulsion, ce qui crée une petite poussée pour ajuster l'orientation de la sonde. Sans ces ajustements, Voyager ne pourrait plus envoyer des données vers la Terre ni recevoir de commandes. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont si importants. Après tant d'années, on peut s'attendre à n'importe quel problème, mais celui dont je vais vous parler est bien malin celui qui aurait pu le prévoir.
Une partie des propulseurs d'attitude est devenue moins efficace en raison d'un blocage à l'intérieur des tubes très fins d'alimentation en carburant. Ce qui bouge ces petits capillaires, ce sont des accumulations de silice provenant, selon la NASA, du vieillissement des composants internes de la sonde, comme par exemple le diaphragme en caoutchouc du réservoir de carburant. C'est cette enveloppe spéciale qui permet au carburant de ne pas être en contact direct avec les parois du réservoir. Car l'hydrazine létharien, s'il est parfait pour une sonde interplanétaire, c'est un cauchemar à mettre en œuvre. C'est un peu ce qu'il y a de pire comme composé, il est très cancérigène, extrêmement corrosif et irritant. C'est en 2002, soit tout de même 25 ans après son lancement, que le premier ensemble de propulseurs d'attitude a montré des signes de faiblesse. L'équipe a alors basculé sur un autre ensemble et tout semblait ok jusqu'en 2018. Mais ces derniers ont également commencé à montrer des signes de colmatage et il a donc fallu passer à un troisième système de propulseurs, initialement utilisé pour les corrections de trajectoire lors des survols planétaires. On croyait le cauchemar enfin terminé, mais il y a quelques mois, même les tubes de ce dernier ensemble se sont encore plus bouchés, ce qui a réduit leur efficacité de manière critique. L'équipe d'ingénieurs a donc pris une décision très audacieuse, car pour être honnête de toute façon ils n'avaient plus vraiment le choix. La seule solution était de revenir au propulseur d'attitude précédent, et autant vous l'avouer c'était pas gagné d'avance. En effet cette manipulation est très difficile à réaliser, car aujourd'hui tous les systèmes embarqués non essentiels ont été désactivés afin d'économiser l'énergie. Et oui, après 47 ans, l'énergie fournie par les générateurs thermoélectriques à plutonium, les fameux RTG, est bien plus faible. La durée de vie du plutonium-238, un isotope du plutonium, est de 87 ans environ. On a donc dépassé la demi-vie de ce combustible. Parmi les systèmes désactivés, on a malheureusement les radiateurs conçus pour empêcher les propulseurs non utilisés de trop refroidir, car dans l'espace profond, loin du soleil, les températures peuvent atteindre moins 200 degrés Celsius. L'équipe a donc chauffé progressivement les propulseurs en réactivant certains chauffages non essentiels. C'est plus facile à dire qu'à faire car il faut maintenir un équilibre très subtil entre l'alimentation en électricité et la température de ces propulseurs. Tout cela bien sûr sans affecter les instruments essentiels encore en fonction. Un vrai casse-tête et de quoi devenir fou tellement cette sonde est sensible, mais finalement le 27 août, après plusieurs simulations et une planification minutieuse, l'équipe a réussi à chauffer les propulseurs et à les remettre en fonction. Encore un autre succès spectaculaire pour cette mission historique. La réparation des propulseurs de Voyager 1 n'est pas juste un exploit technique, ce petit miracle permet à la sonde de continuer sa mission dans l'espace interstellaire, une région que nous connaissons encore très peu. Voyager 1 mesure les particules interstellaires, le champ magnétique environnant et d'autres phénomènes qui nous aident à mieux comprendre les environnements situés au-delà de l'influence directe du Soleil. Même si la sonde est en fin de vie, chaque année supplémentaire où elle fonctionne nous apporte des informations scientifiques précieuses. La mission Voyager 1 nous montre la puissance de l'ingéniosité humaine face à des défis techniques complexes. L'équipe de la NASA, malgré des ressources limitées, a réussi à surmonter un problème qui aurait pu mettre fin à cette mission légendaire. Ce genre de réussite nous rappelle à quel point l'exploration spatiale nécessite des solutions créatives et un esprit d'innovation constant, des qualités qui seront sans doute très utiles pour les futurs voyageurs interstellaires ou à plus court terme vers Mars. Je voulais terminer ce journal de l'espace par une news insolite qui établit un nouveau record. Écoutez bien les terriens, il y a eu mercredi 11 septembre, en même temps 19 humains en orbite autour de la Terre, un record battu en toute fin d'après-midi. C'est ce jour-là que 2 Russes et un Américain volaient à bord d'un vaisseau Soyouz pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. 19 personnes, c'est juste fou quand on sait que certains petits villages français sont même moins peuplés. Dans l'ISS, les attendaient 9 astronautes, 6 Américains et 3 Russes, parmi lesquels Sunita Williams et Butch Wilmore, les 2 passagers de la capsule Starliner, dont la mission, qui devait durer 2 semaines maximum, a été étendue à 8 mois en raison des déboires du vaisseau de Boeing. Mais vous le savez, l'ISS n'est pas le seul refuge spatial. 3 taïkonautes occupent actuellement la station chinoise, lancée en 2021, et c'est aussi sans oublier les 4 astronautes amateurs de la capsule Dragon qui tournaient encore autour de la Terre dans le cadre de la mission privée Polaris Dawn. Le précédent record, 17 personnes en orbite, datait lui de mai 2023. On a donc eu la semaine dernière 19 personnes, mais sur seulement 3 nationalités, les Américains, les Russes et les Chinois. Les Européens, les Japonais ou encore les Canadiens passent eux régulièrement la ligne de Kármán, la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace reconnue par la Fédération aéronautique internationale située à 100 km d'altitude, mais il n'y en avait aucun au moment de ce nouveau record. À l'heure où vous regardez cette vidéo, le nombre d'astronautes est maintenant de 15, ce qui est déjà pas mal du tout.
Merci d'avoir suivi le journal de l'espace, n'oubliez pas le traditionnel pouce de YouTube et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous retrouverez les détails de l'offre dans la description. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase présenté par Mathias. Salut les terriens!